Donc, dans cette partie-là, nous allons voir la vulgarisation et l'influence. On va les opposer et on va aussi surtout les mettre en regard, parce que c'est un titre que je voulais, et vous l'avez compris pour votre journée d'études, un titre que je voulais, on va dire, accrocheur. L'idée étant de questionner sur l'avenir, déjà de faire un état des lieux de ça, et en plus de parler de l'avenir de la vulgarisation et de l'influence. En sachant que depuis une bonne vingtaine d'années, il y a une sorte de réflexion globale autour de ces questions d'accessibilité. On l'a vu au fur et à mesure, c'est politique, il y a notamment les différents partis de gauche qui ont œuvré dans ce sens, l'idée de créer des manifestations gratuites, d'utiliser le virtuel, le numérique pour transmettre au plus grand nombre, donc de profiter pour casser les barrières sociales, et aussi pour toucher un public de plus en plus jeune. Il y a cet intérêt-là. Le public âgé, on n'a pas besoin de le convaincre, il est déjà convaincu en général. Par contre, le jeune public, c'est autre chose. Et il se pose donc la question à travers ça, finalement, est-ce qu'on parle de démocratisation ou de pure communication ? À travers, justement, vulgarisation versus influence. Donc voici une petite définition de la vulgarisation. Scientifique, j'entends. Donc c'est-à-dire, c'est mettre à la portée des non-spécialistes des notions, des théories de différents domaines de savoir. Donc il n'y a du coup aucun rapport, là pour le coup, on n'est pas sur de la pédagogie dans le sens où l'idée n'est pas d'avoir un diplôme à la fin. On ne fait pas des personnes des professionnels, c'est pas du tout le but de la vulgarisation. Là, quand on fait cours, mon but c'est de vous transformer en futurs professionnels de la communication. Et quand je fais du contenu sur les réseaux sociaux, mon but c'est de donner envie aux non-spécialistes d'avoir des connaissances qui pourront leur faire plaisir, ou pourquoi pas aller pousser plus loin plus tard, pousser plus loin donc la réflexion autour de mon secteur, notamment l'histoire de l'art. L'influenceur, donc selon, par rapport à la définition marketing, parce que l'influence, ça regroupe beaucoup de choses. Dans le cas qui nous intéresse, donc dans un contexte marketing et un sens un peu plus large, l'influenceur est un individu qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, peut influencer les comportements de consommation dans un univers donné. Donc déjà, on sent la différence. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la vulgarisation qui apporte des connaissances à un non-spécialiste. L'influenceur, donc c'est une personne qui va transmettre des choses dans le but, qu'il soit conscient ou inconscient, qui va des choses qui vont influencer les personnes qui consomment le contenu. Et de nouveau, ce pouvoir d'influence, il peut être inconscient. Niveau, on va dire, patrimoine technologique, en France, donc pour ça j'aime bien dire la France, nous avons beaucoup de choses en lien avec les TIC. Donc c'est une expression que vous entendrez souvent dans votre milieu professionnel. TIC, donc pour technique d'information et de communication. Donc ça fait partie de votre bagage culturel. Et ces TIC ont pour but dans la culture de soutenir la création de contenu, les services multimédia, de favoriser aussi la numérisation du patrimoine, de mettre en avant des lieux d'accès et de formation à la culture, et aussi, pour ça je utilise le terme de la France, d'un point de vue un peu humoristique, à l'utilisation aussi de ces personnages qu'on va utiliser pour Paris 2024, cette défense de la francophonie et de l'exception culturelle française, de nouveau. Les technologies doivent servir également à ça. Donc c'est dans l'émission, en lien avec tout ce que je vous ai indiqué depuis le début, l'action politique,
cette envie, ce besoin, parce que ça correspond aux valeurs républicaines de la France, donc de démocratiser, mais aussi de décentraliser. En gros, que tout ne soit pas figé à Paris. Et pour cela, il faut communiquer. Il faut communiquer, que la culture soit accessible au plus grand nombre, qu'il faut casser les barrières socioculturelles, donc ces fameux plafonds de verre qu'on évoquait à travers la vulgarisation lors de la journée d'études, et aussi de penser à la transmission des informations de différents éléments culturels dans les villes, dans les lieux où il n'y a pas d'institution culturelle aussi conséquente et imposante que le Louvre. De se dire que dans telle ou telle ville, on peut tout à fait observer de près des œuvres du Louvre, et si elles sont numérisées en excellente qualité, pourquoi on ne pourrait pas zoomer sur la Joconde à Bordeaux, et encore Bordeaux c'est une ville très riche en patrimoine, mais dans le fin fond du Larzac, voilà, pourquoi on ne pourrait pas consommer des œuvres en haute qualité. Comme le disait, j'aimais bien cette citation qui date de 98, mais je la trouvais intéressante parce que c'était la ministre de la Culture de l'époque, Catherine Trottmann, qui disait que notre but n'est pas que les gens restent devant leur écran, mais que, s'ils voient la Joconde numérisée, ils aient envie d'aller la voir en vrai. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'il y ait cette fierté française de se dire, la Joconde, je sais où elle est à Paris, et si un jour je vais à Paris, je pourrais la voir en vrai. Donc il y a aussi ces éléments-là qui, en gros, comme si la numérisation, dans ce sens, servait de communication pour les grandes structures. Ça sert à tout ça en même temps. Et il faut des acteurs. Parmi ces acteurs, il y en a un qui a été extrêmement, qui l'est encore, mais qui a joué un rôle fondamental depuis une bonne vingtaine d'années, c'est le médiateur culturel. Et le terme de médiateur, vous en verrez souvent, parce qu'en fait, les médiateurs, par exemple, il ne faut pas confondre les médiateurs et les médiateurs culturels. C'est-à-dire que les médiateurs, vous avez notamment ceux que vous retrouvez dans les gares, qui servent de médiateurs, donc il y a plutôt une dynamique, on va dire, sociale, donc il y a quand même une notion de transmission d'un discours, d'une transmission de valeurs, sauf que le médiateur culturel, il est très lié à la vulgarisation scientifique. Il fait partie de ces acteurs de la culture. Donc, si vous travaillez dans la culture, notamment dans la communication, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur ce métier-là. Les médiateurs feront partie de votre quotidien, ils seront vos meilleurs atouts, ils seront les meilleurs collaborateurs que vous puissiez avoir. Parce qu'en fait, ce sont eux qui sauront parler des œuvres et transmettre l'information. Avec, si possible, les conservateurs. C'est juste que les conservateurs, leur métier a beaucoup évolué. Donc les médiateurs du patrimoine, les médiateurs culturels, ce sont des professionnels. Le terme est apparu dans les années 2000 au Canada. C'est arrivé dans les années 2010 en France. Enfin, c'est arrivé avant, mais c'est très en vogue depuis une petite quinzaine d'années. Et le souci, c'est qu'à un moment donné, c'était un peu le métier fourre-tout, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'était tous ceux qui, dans le musée, faisaient vivre le musée, qui donnaient envie aux gens de rester dans le musée. La communication donne envie d'aller au musée, le médiateur donne envie de rester au musée. C'est lui qui va animer, qui va dire, qui va faire les visites guidées, qui va faire les ateliers pour les enfants, qui va organiser parfois des événements. Il y a ce côté un peu fourre-tout. Et maintenant, il y a même des diplômes, alors qu'il y a une quinzaine d'années, ça commençait à peine. Le médiateur, il est formé à prendre en compte différents types de publics, les publics empêchés, les enfants, les seniors, vraiment tout type de public. Ceux qui ne sont pas forcément francophones, ceux qui ont des difficultés pour apprendre le français. En gros, il va vraiment s'appuyer sur sa formation pour accompagner le visiteur de la structure culturelle
en fonction de sa spécificité. Donc on va respecter ça. Quelqu'un qui est malvoyant, c'est au musée et au médiateur d'apporter le message, d'apporter l'œuvre à cette personne par différents dispositifs. Donc évidemment, les enjeux derrière sont politiques et sociaux. Donc développement du territoire, casser un petit peu ce plafond de verre de nouveau, faire de l'inclusion sociale, faire de l'éducation, etc. Et aussi ce lien très important, en gros de favoriser de plus en plus, en gros d'habituer les enfants, notamment, à aller au musée, à se cultiver. Ils servent à ça, les médiateurs culturels. Ça doit donner aussi envie d'apprendre. Et ça va favoriser, à côté de ça, des ateliers de pratique, des ateliers théoriques, de la manipulation d'objets, du numérique, de plus en plus, évidemment, qui va faire de plus en plus partie prenante du dispositif de médiation culturelle. Mais de vraiment, en gros, de dire, il faut... Enfin, la médiation se rapproche de la vulgarisation, dans le sens où il n'y a pas d'objectif pédagogique précis derrière. On donne des clés pour transmettre un savoir, une méthodologie, pour se dire comment je fais si la chose m'intéresse ensuite. Qu'est-ce que je fais ? Tiens, j'ai appris à peindre un petit peu, mais j'ai envie d'apprendre plus. Je peux pousser plus loin mon cours de peinture. Je peux pousser plus loin ma conférence ou ma visite guidée en histoire de l'art. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... On donne des choses qui vont permettre aux gens non spécialisés d'aller plus loin s'ils le souhaitent, ou juste de s'arrêter là. Et il se pose la question de la légitimité. Parce que il y a eu beaucoup de tensions. À un moment donné, on va dire il y a... il y a 5 ans à peu près, les tensions étaient très palpables via les réseaux sociaux. Notamment Twitter, mais pas que. YouTube également. Donc il y a eu beaucoup de tensions. De tensions avec le secteur de la recherche, donc les scientifiques, les conservateurs. Et je parle des médiateurs. Les médiateurs et maintenant les influenceurs. Donc ça, c'est depuis 5 ans. 4-5 ans. Les tensions avec la recherche, la conservation, c'est depuis 10 ans. Enfin, depuis que c'est arrivé notamment en France. Il y a eu une peur de la perte du métier. C'est toujours le principe du pharmacone. On a peur, il y a un nouveau métier qui arrive, on a l'impression qu'on va être sabordé et que notre métier va disparaître au profit d'un autre. Ou que les autres vont parler à notre place. Donc c'est pour ça qu'il y a d'abord eu ces tensions entre les scientifiques, les conservateurs et les médiateurs du patrimoine, médiateurs culturels. Depuis 4-5 ans, ces tensions sont avec les influenceurs. Le lien, en fait, c'est la communication, c'est le rayonnement, c'est l'aura. C'est-à-dire, c'est la peur de diffuser des informations qui seront potentiellement mauvaises ou des informations tellement raccourcies que les amalgames sont possibles. Alors que les possibilités de communication des influenceurs permettent de toucher un public beaucoup plus diversifié, de toucher des identités beaucoup plus variées. Et en ce sens, ça a remis en question le fait de l'identité de celui qui parle de la culture. Avant, c'était un secteur sacré. Ce n'est plus le cas. Tout le monde peut parler de la culture. C'est pour ça que des personnes comme... Là, pour ça, j'ai mis cette photo de Nota Bene, je la trouve très intéressante parce qu'il y a cet aspect communication, lien, identité. Le personnage, là, il apparaît très fort avec son geste. Et en même temps, il montre cette légitimité nécessaire avec ses ouvrages. Des livres qui paraissent anciens. Donc anciens, c'est-à-dire des ouvrages qui sont forcément sérieux, alors que pas forcément. La recherche a mis en avant que certaines thèses anciennes étaient complètement faussées.
Là, on s'appuie sur un discours historique, une culture classique, l'idée étant de me dire, on peut être à la fois dans le goût de la culture classique et en même temps un côté un peu rock, un côté un peu punk, pour justement dépoussiérer tout ça. Et aussi l'importance des livres derrière. C'est pas anodin. Nota Bene se représente, enfin se montre, il y a une notion de monstration de soi en tant que vulgarisateur, avec quand même derrière les ouvrages scientifiques qui aident à se positionner. Et l'influenceur est très lié au marketing d'influence. Ça, je vous ai mis cette citation de Wikipédia. Un influenceur dans la culture numérique, et plus particulièrement du web et des plateformes de contenu et de réseautage social, est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. C'était pour revenir sur la définition que j'avais donnée beaucoup plus tôt, sur la consommation. Parce que Nota Bene, son but, c'est pas de nous faire consommer des encyclopédies, ou de nous faire acheter je ne saurais quel abonnement pour une revue ou autre. C'est juste que par contre, il est devenu un influenceur, il dépend donc du marketing de l'influence, qui va avoir un relais d'opinion qui vont potentiellement modifier nos habitudes de vie et de consommation. Je vous donne un exemple que je trouve intéressant. Par exemple, Charlie Danger, qui est une vulgarisatrice en histoire sur sa chaîne YouTube, à un moment donné, a fait une émission spéciale sur les règles dans l'Antiquité ou dans l'histoire, je ne sais plus exactement l'intituler. Et elle avait fait, au début, la promotion d'articles pour justement les menstruations. Et je me suis rendu compte que du coup, ça m'avait intéressée parce que je me suis dit, j'ai confiance en cette personne, donc je fais confiance dans le produit. C'est juste pour vous donner un petit exemple. Et là en plus, évidemment, il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer au niveau de la loi. Et je vous invite à regarder les différentes citations. Donc là notamment, le syndicat du conseil en relations publiques a une charte influenceur qui dit que toute personne qui par sa notoriété et sa communauté opère comme un créateur de contenu et peut être mobilisé pour le compte d'une marque ou d'une organisation en échange ou non d'une rémunération. Donc l'influence a été, depuis quelques années, mais c'est pour ça que c'est devenu un métier très en vogue, un métier où justement les questions d'argent sont centrales et en fonction de l'aura de l'influenceur, on peut avoir plus ou moins une success story en fait. Là, des personnes ont d'incroyables revenus grâce à ça. Il y a les micro-influenceurs, enfin les nanos, les micros, après les très grands, les macro-influenceurs, etc. Et du coup, il y a beaucoup de finances derrière, de questions d'argent, de business. Donc il y a aussi cette problématique de vente de quelque chose derrière, du spectateur qui va se dire à un moment donné, est-ce que l'influenceur, en gros, est-ce qu'il est clean ? Est-ce que il va essayer de me vendre quelque chose ou pas ? D'où là récemment beaucoup de législation autour de ça. Donc c'est encore en cours, ces choses-là. Je vous invite évidemment à regarder ce qui se passe d'un point de vue législation, parce que les influenceurs là-dessus ne vont pas échapper à la chose, parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu des personnes qui ont fait du détournement, et parce qu'il y a un besoin de légiférer sur des métiers qui évoluent. Et ça, c'est parfaitement normal. Et l'influenceur, donc, ça peut être contre lui. Là, par exemple, je vous ai mis l'exemple d'Elon Musk qui s'est fait ratio, comme on dit, donc c'est même devenu un mème, mais qui a pris une sorte de pouvoir dévastateur sur Twitter en le faisant changer de nom, en voulant devenir un influenceur par lui-même, mais qui parfois se fait casser par des personnes qui ne sont pas du tout influenceurs de base, mais qui le deviennent parce que leur voix porte.
Et là, donc, pour vous donner une petite échelle, hein, donc du nano au méga, donc les influenceurs, donc on a du nano-influenceur au méga, donc pour dire que tous les types d'influenceurs intéressent les marques parce que ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même type de communauté, ce n'est pas le même type d'engagement des communautés, pas forcément on peut avoir recherche du contact authentique ou certains qui vont être experts. Enfin, en fait, en fonction des besoins des marques, hein, ou des structures, on va avoir ces différents types de followers. Et pour tout ce qui concerne la culture, je reviendrai sur ça la prochaine fois. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là, surtout que vous devez aller, j'imagine, après en cours. Donc je m'arrête là pour la partie influence, on reprendra la prochaine fois.